Bonsoir à tous et à toutes. Merci au Nest de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Et pour nous, le lieu idéal pour cette deuxième rencontre. Des mots et débats, je le rappelle juste pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, qui a eu lieu au mois de janvier, d'une jeune association née dans l'envie, pour le faire rapidement, de créer un réseau social en vrai, c'est-à-dire sortir des lieux de soi-disant débat que seraient nos écrans à tous, et de prendre le temps, à travers des mots et débats, de se retrouver, d'échanger, d'ouvrir les portes et les fenêtres, en quelque sorte. Vous avez été peut-être un certain nombre à nous suivre dans notre premier débat de janvier, qui était un moment d'échange sur la démocratie, avec Roland Quérol, Laurent Bouvet, Jo Spiegel, quelques autres, et puis un certain nombre d'entre vous, je pense. Et ce soir, on change de formule, on change de format. Le programme est plus festif, mais le contenu tout aussi fondamental pour nous. Voilà, dans le choix de nos programmations, dans le choix de nos invités, vous le verrez, il y a la volonté de faire des choses très différentes et variées. Donc on est très heureux d'être dans ce lieu. Il y a une librairie, on accueille la librairie Autour du Monde à Metz. Donc les livres de nos invités sont là, vous pourrez vous les faire dédicacer après. J'en profite aussi pour vous dire que vous trouverez également le livre de notre prochaine rencontre. Je crois que vous avez des petits flyers sur vos tables. C'est un livre qui s'appelle Là où se mettent les eaux, de Laurent Gesselin et Jean-Arnaud Dérins, un historien géographe, qu'on recevra le 22 mars. Je vous incite à réserver, parce que, pareil, on aura une jauge forcément limitée, donc pensez à réserver. La réservation a commencé depuis 3-4 jours, donc n'attendez pas, parce que ce soir, par exemple, on a dû malheureusement refuser. Je pense qu'on aurait pu faire 3 à 4 soirées sans problème. Voilà, donc ça c'est en mars. Et vous trouverez également le livre de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, que nous recevrons, Nicolas, le 28 juin. Le 28 juin, alors a priori ça sera pas Thionville, on va aller dans les lieux, sur les lieux de ce livre, donc on ira dans la vallée de la Flèche. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore lu, ce livre se passe tout près d'ici. Et puis on est en train de construire un débat là aussi sur la démocratie. On continue sur ce fil rouge qui devrait avoir lieu fin mars, début avril. On est en train de caler une date avec notamment Raphaël Enthoven et Natacha Polony et 2-3 autres invités. Voilà, mais ça on tient rapidement au courant une fois qu'on a calé tout ça. Vous êtes, vous le savez, enfin il y a un certain nombre de gens qui nous ont demandé combien ça coûte ce soir. C'est une association qui a besoin de votre aide, de votre participation. Donc la participation est libre, il y a un chapeau qui circulera à la fin, il y a la possibilité d'adhérer concrètement tout ce que vous nous donnez, parce que pour l'instant on fonctionne sans subvention, on part à la chasse aux subventions à partir de lundi après-midi, mais on a besoin de ça pour vivre, pour continuer à faire des choses. On a plein d'idées, pas mal d'idées dans nos sacoches, mais pour l'instant on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc voilà, votre participation de ce soir est importante. Je voulais vous dire que le bar était ouvert, donc nos amis du Nest préparez des choses aussi que vous pouvez acheter, déguster. Et l'idée, c'est vraiment que cette soirée soit conviviale, partageuse, poétique, et voilà, je l'espère traverser pour vous de bons moments. Pour démarrer, il fallait en forme de générique une musique de circonstance. Donc on a demandé à 2 musiciens de nous faire cette entrée en scène. Guillaume Landragin au piano
Gaël Poulain au saxophone, que je remercie beaucoup. C'est à vous. Guillaume Landragin, encore Gaël Poulain, qu'on peut dire, remercier. Voilà, je sais que vous aidez Isabelle Trac, donc merci à eux. On m'a juste demandé de vous demander de bien éteindre vos portables, merci. Alors, j'ai retrouvé ces mots qui vont avec cette musique. On va commencer avec ça. Écoute la voix du vent qui glisse sous la porte. Écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de lit, changer de jour. 4 vers qui nous replongent dans un air qui, pour quelques-uns d'entre nous, a été un des incontournables titres de la bande-son de nos années 80. Comme un avion sans aile, j'ai chanté toute la nuit. L'album s'appelait Poème Rock. Celui-ci, là, je vais le montrer, mais je crois qu'on est quand même un certain nombre à l'avoir dans notre discothèque. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui le réécoute. Et on le verra tout à l'heure. Donc l'album s'appelle Poème Rock et c'est avec mécanique métallique sans ailes qui traversait alors nos nuits, continue toujours de voler. La preuve, le livre, il est là, le livre vient de sortir. Il s'appelle La mécanique du ciel.
vous êtes ici pour nous en parler ce soir, pour cet apéro poético-rock, comme on l'a appelé. Bonsoir Charlie Couture et merci d'être là. Bonsoir, merci à vous de vous être déplacés. Je crois que le rêve pour tout artiste, quel qu'il soit, c'est d'être dépassé par son propre travail. En fait, finalement, moi j'importe peu. Ce qui importe, c'est ce que je laisse. Il n'y avait rien qui me fait plus plaisir que de me faire surprendre par mon propre travail. Quand je suis arrivé vendredi dernier dans l'exposition qui a organisé le musée Paul Valéry d'une trentaine de mes tableaux, et que je les ai revus là, j'avoue que, non, plus que ça a fait pleurer ma femme, t'imagines que juste le fait que les tableaux qu'elle connaît pour les avoir maniés avec moi dans les endroits qu'on a habités, et tout d'un coup ils sont mis en exergue, ils sont bien présentés. C'est comme ces textes-là, par exemple, qui sont des textes que j'ai griffonnés sur des carnets, sur des cahiers d'école, sur ci, sur ça, parce que c'est un florilège de textes qui date de 73 jusqu'à 2017. Alors bien sûr, il y en a beaucoup qu'on a évidemment remis dans les computers et puis sur lesquels j'ai travaillé, voire écrit, parce que maintenant j'écris directement à l'écran, mais il y en a un certain nombre d'autres qui ont été au départ écrits sur des bouts de papier, et quand tout d'un coup l'objet lui-même de mes pensées, de mes rêves se trouve dans cette boîte qu'on appelle un livre, qui renferme tant d'idées, d'émotions et tout ça, au même niveau, entre guillemets, que des gens que j'ai admirés, d'autres poètes, par exemple, chez le même éditeur que Richard Brostigam, que j'admire, et que tout d'un coup, l'œuvre, c'est plus moi, mais ça devient le livre une chose à part entière. Je vous avoue que tout d'un coup, ça donne un sens à toutes mes errances et à toutes mes angoisses, parce que jamais rien n'est jamais confirmé, affirmé. Les gens croient toujours que le métier d'artiste, c'est un métier qu'on domine, alors qu'en fait, en permanence, on n'arrête pas de se faire surprendre. Le disque dont vous venez de parler, La mécanique du ciel, il y a 6 mois, j'étais pas certain d'arriver à le faire, par exemple. Et pourtant, là, il se trouve qu'il est sorti, il est très bien accueilli par la critique. Je suis invité dans des émissions dans lesquelles j'ai jamais été, alors que je vous dis, il y a 6 mois encore, je n'étais même pas certain de pouvoir le faire. À la fois sur l'album, dont on parlera tout à l'heure, Même pas sommeil, et puis évidemment sur ce livre, La mécanique du ciel. On va d'abord accueillir un autre invité, je ne sais pas où il s'est sauvé. C'est Éric Poindron qui vous accompagne ce soir, Charlie. Éric Poindron, qu'est-ce qu'on peut raconter sur Éric Poindron? On va raconter plein de choses tout à l'heure. Il est poète, mais pas que poète, vous le verrez tout à l'heure. Mais il est aussi l'éditeur qui accueille vos textes dans la collection Curiosa, etc., qu'il dirige au Castor Astral, et on aura l'occasion tout à l'heure avec cet autre homme de l'Est, mais originaire des vignobles du Champagne, d'échanger tout à l'heure notamment sur la poésie. Charlie, vous êtes avec nous pour Alors, juste un mot sur les images qui passent, parce que ça illustre aussi le travail qu'on veut faire dans Démo et Débat, c'est-à-dire à chaque fois d'accompagner nos invités, voir d'autres publics. Donc Charlie, on aurait bien aimé aller à l'Adagio aussi des vacances scolaires, donc on est allé dans un centre aéré rencontrer une quinzaine de mômes, 1 heure de rencontre. Voilà, donc là vous avez les photos, ils ont fait une interview que vous pourrez très bientôt retrouver sur notre page Facebook et également sur celle du Lierre, le centre social de Lierre, qui nous a reçus pour ce travail. Charlie
Marlélie, vous êtes avec nous, donc, je le disais, pour la publication de ce livre, mais il est évidemment impossible de ne pas parler avec vous de musique, de peinture également, et du reste. Ce livre a été précédé il y a quelques semaines par la sortie d'un nouvel album intitulé Même pas sommeil, 13 nouvelles chansons, 50 poèmes inchantables, on y reviendra tout à l'heure sur ces poèmes inchantables, 9 dessins inédits qui sont également dans ce livre, une exposition de peinture, vous en avez parlé, qui a démarré la semaine dernière au musée Paul Valéry à Sète jusqu'à fin avril, je crois. 28 avril. Vous écrivez, vous chantez, dessinez, peignez, photographiez. Dans une chanson forte de cet album, vous dites « J'ai pas envie de dormir, non, j'ai pas sommeil ». Alors, même pas sommeil, c'est quoi? C'est une déclaration de vie? Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment dormir, moi j'aime pas dormir. Quand je dors, je fais des cauchemars. Alors, j'aime mieux me réveiller et affronter la vie pour ce qu'elle est. Quand je me couche, c'est vraiment que je suis mort. Et quand je dis je suis mort, c'est que je veux vivre. Donc, je m'enfonce dans le puits du sommeil le plus vite possible. Et dès que je suis réveillé, en gros, je me lève. J'ai la chance de pouvoir tenir sans dormir beaucoup. Mais au-delà de ça, le titre lui-même de ce disque est venu le jour où j'ai enterré le matin Véronique Colucci, qui était une copine, et Jacques Higelin l'après-midi. Et donc, je passais la journée avec des gens attristés, et je l'étais moi-même. Après, le soir, j'avais un concert, et le lendemain, je me retrouve à l'aéroport, et tout d'un coup, j'avais l'impression que tout le monde rigolait, que tout le monde s'amusait, c'est-à-dire que toute la peine que j'avais en moi, elle n'existait pas. Et puis, je me suis dit, il ne faut pas prendre les choses comme ça, il faut se dire qu'ils se sont endormis, et que, voilà, la vie continue autour, et tout ça. Et à ce moment-là, je repensais aux difficultés que j'avais à faire le disque, et je me suis dit, s'il y en a plein qui veulent que j'aille me coucher, parce que pas demain, j'ai même pas sommeil, mais pas sommeil. À la fois, c'était même pas peur de la mort, et puis même pas envie d'aller me coucher, tant j'ai des trucs à faire encore. Mais c'est vrai que le monde s'accélère, on est dans une période de révolution, il faut bien le reconnaître, c'est une révolution digitale aujourd'hui. Pour faire bref avec ça, il y a eu, à mon avis, 3 révolutions importantes. Une première révolution à la période de la Renaissance, où les vérités ont été les vérités qui étaient admises étaient les vérités mystiques, c'est-à-dire celles qui étaient énoncées par les prêtres. Et puis après, de la Renaissance jusqu'à, grosso modo, aux années 2000, la vérité était scientifique. Aujourd'hui, on est dans une 3e vérité, un autre monde, et les vérités sont des vérités médiatiques. C'est-à-dire que même si les choses sont fausses, si les médias les affirment, elles sont considérées comme vraies. Mais ça change complètement toutes les valeurs sur lesquelles un certain nombre de gens ont été élevés. Et malgré tout, les jeunes des nouvelles générations vont devoir dealer avec ça, que les vérités sont les vérités médiatiques. Je prends l'exemple tout récent des énormes tempêtes de neige qui allaient s'abattre sur Paris. Les couilles, ouais, tu parles. Il y a 7 petits centimètres de rien du tout, les Canadiens se sont foutus de notre gueule, mais il n'y a pas eu le moindre retour sur information de la part des médias en disant excusez-nous, on est que des nazes, et malgré les budgets énormes qui sont les nôtres, on s'est gouré comme des... Non, il y avait écoutez, c'était mieux de prévenir qu'on ne sait jamais, etc., etc. Les fameux putain d'enculés principes de précaution, ça c'est un truc qui tue. Mais on ne peut rien faire, c'est comme ça, le monde il fonctionne comme ça, et aujourd'hui, les décisions sont des décisions globales, qui sont prises d'une manière globale, où l'individu est méprisé. Mais ça, on n'y peut rien. C'est dans cette révolution-là
on se trouve, et encore une fois, qu'on le veuille ou non, que les jeunes ont à dealer. Je me suis peut-être écarté. Non, c'est. On va revenir de toute façon à. Je me laisse aller. On va. Vous mettrez des bips là, il y a des gros mots. Hein. Il y a une chanson que j'ai chantée aux enfants tout à l'heure qui s'appelle Ma descendance. Et à un moment donné, dans le refrain, ça dit ô toi ma descendance, comment survivras-tu à cette putain d'ingérence? Et il y a un gamin qui me vient et fait pourquoi vous avez dit un gros mot Alors, je l'ai dit parce que j'étais très en colère. Alors justement, ça va me permettre de faire une formidable transition puisqu'on avait prévu d'écouter un morceau de musique, et le morceau de musique qu'on va écouter, enfin le clip d'ailleurs, et on en reparlera tout à l'heure de ce clip, c'est le clip de Toi ma descendance, qui est une des chansons de ce nouvel album. Alors vous vous bouchez les oreilles. Quand le vent se lève, quand la terre souffre tant, quand les mots de tous les psaumes n'y peuvent rien changer, quand les typhons, les tornades et les rats de marée, quand l'avancée des déserts et les rivières asséchées. Oh, je pense à toi, toi ma descendance. Comment survivras-tu à cette putain d'ingérence? Quand les forêts enflammées, les animaux pourchassés, quand les océans épuisés et les militants très énervés, quand les migrants réfugiés et les peuples exilés seraient même prêts à tout pour gagner quelques sous. Oh, je pense à toi, toi ma descendance. Comment survivras-tu à cette putain d'ingérence? Quand la calotte polaire, la pollution des mers et de l'air, quand la fin des espèces et les glaciers disparaissent. Oh, je sais, y a rien de très nouveau à dire cela. C'est juste qu'une grande tristesse a pris possession de moi. Oh, je pense à toi, toi ma descendance. Comment survivras-tu à cette putain d'ingérence? Comme des fantômes
dans les couloirs de ma mémoire, des souvenirs joyeux hantent pourtant mon désespoir. Alors déjà quelques mots sur la fille qui est devant la caméra et celle qui est derrière la caméra. C'est important ça. Ah oui, c'est très important. Descendance. En fait, absolument, le clip a été écrit et réalisé par ma fille aînée, qui s'appelle Shane, qui est donc réalisatrice, et celle qu'on voit à l'écran, c'est Yabé, qui est comédienne. Elle avait joué dans le film de Cédric Lapiche, qui s'appelle Ce qui nous lie. Et elle est comédienne et chanteuse aussi. Mais ça m'importait surtout de faire puisqu'on pouvait le faire, de faire ça ensemble, puisque après tout c'est une chanson sur le passage. Et les animaux ne sont pas de la famille. Ah, pas du tout, c'est des vrais loups, on va dire domestiqués, mais c'est des loups sauvages, hein, c'est pas, c'est-à-dire ils ne sont pas dressés, quoi. Alors, quand on a lancé l'idée de cette rencontre avec vous, je disais qu'on était une jeune association, mais il y a également dans notre association un certain nombre de gens qui sont moins de 30 ans, qui ont même tourné autour de 20 ans. Certains ne connaissaient pas Charlie Couture, donc ils ont commencé à écouter, et ils écoutent beaucoup maintenant, ils écoutent en boucle. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand on a enregistré le disque, il y avait un trompettiste qui s'appelle Camille Passery, qui avait été invité par mon guitariste Karim Atouman. Et le mec il vient, il fait la séance avec nous et ça se passe super bien, bravo, super, impeccable, tout. Et puis après, il vient me voir et fait « Je suis ravi que ça fonctionne, mais je suis désolé, je ne vous connaissais pas. » Je dis « 50-50, je ne te connaissais pas non plus. » Jusque-là, rien d'anormal. Je dis juste peut-être que toi, peut-être tu me connais, c'est plus que tu veux le croire. Ah bon, comment c'est-il ? Le mec, il a 26 ans. Et je dis parce que pour ta génération, je suis Toy Story. Comment ça, Toy Story ? Il dit, oui, je suis ton ami. Comment ça ? Ah, je te dis que je suis ton ami c'est moi qui chante la chanson, c'est moi qui écris les paroles. Et alors là, tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un d'autre, puisque j'étais Toy Story, son copain, il avait écouté la chanson des dizaines de fois quand il était gamin, et tout d'un coup, les choses changer parce que je devenais Toy Story. Alors, donc je suis son ami. Alors du coup, j'ai perdu un peu le film, donc voilà, je vais le retrouver. Enfin, dans la jeune équipe de notre jeune association, on a demandé à deux personnes d'aller demander à quelqu'un qui connaît bien la musique, qui depuis 20 ans écrit des livres sur la chanson, sur la musique, de nous parler de toi. C'est Louise Joyeux, elle est où Louise ? Elle est là-bas Louise, et Paul Didier, je ne sais pas où il est Paul, voilà. Donc cette semaine, ils sont allés à Paris rencontrer Bertrand Dical, et on a donc demandé à Bertrand Dical de nous donner son regard sur Charlie Couture. Si on se demande comment ça devrait être un artiste, eh ben ça devrait être Charlie Couture. C'est vrai que ça fait longtemps que je le connais à la fois comme spectateur, comme amateur de musique, comme amateur de peinture, de belles choses, et comme journaliste. Et c'est vrai que si on se dit qu'est-ce que l'artiste idéal, qu'est-ce que devrait être l'artiste dans l'humanité, c'est un peu Charlie. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des chansons, qui fait des albums, qui fait de la musique, qui fait des affiches, qui fait de la peinture, qui écrit des journaux, qui écrit des poèmes, qui écrit de la prose engagée, qui produit. Et c'est une métaphore extraordinaire de ce qu'est l'art en général, de ce qu'est même l'humanité, une fois qu'elle est sortie des problèmes de se nourrir
se mettre des peaux de bête sur la tête et se mettre en toit. La meilleure partie de l'humanité, c'est les artistes. Et il illustre bien ce qu'est cette meilleure partie de l'humanité. Il pratique plusieurs arts, il pratique ces arts avec la même humilité et la même passion. Le même orgueil d'artiste qui pense qu'il a quelque chose à nous dire, qui veut exprimer quelque chose et qui en même temps le fait avec la grande humilité de quelqu'un qui propose, qui essaye, qui tente. Il a fait des albums acoustiques, il a fait des albums très rock, il a fait de l'électro, il a fait des choses un peu world music, il a fait de tout, en peinture, on l'a vu faire des affiches de tournois de tennis et en même temps avoir une peinture abstraite, très forte, très texturée, et puis faire des portraits de New York qui sont absolument incroyables, jouer avec la photo, avec l'image, avec le bitume, avec toutes sortes de choses. Et toujours il propose quelque chose de nouveau, quelque chose qui est son audace à lui dans ce moment-là. Et c'est ça qui est au fond à la fois très déstabilisant et très rassurant chez Charlélie, c'est qu'il a toujours quelque chose de neuf à proposer. Merci à Bertrand Descartes, merci à Louise et à Paul de nous ramener ça. Je ne crois pas que les artistes soient ce qu'il y a de mieux sur Terre. C'est normal. Simplement, je crois que les artistes sont utiles parce qu'ils disent ce que les autres cachent. Pourquoi on est artiste? Pas parce qu'on a été touché par une main divine, mais tout simplement parce qu'on a du mal à garder pour nous des choses que d'autres vont préférer taire. Je crois que l'art, c'est toujours une proposition. C'est toujours le fait de dire je pense que. Et si d'autres qui ne le disent pas le ressentent, eh ben, ils se sentent rassurés de savoir, ou bien en lisant, ou bien en voyant un film, ou bien en écoutant une musique, qu'ils ne sont pas tout seuls à penser ce qu'ils pensent. Mais l'artiste n'est pas meilleur qu'un autre, simplement, quand il est joyeux, il est peut-être plus joyeux que tout le monde, mais quand il est triste, du coup, il est plus triste que tout le monde. Alors du coup, ça fait des montées, des descentes qui sont extrêmement profondes, et quand tu descends grave, après, c'est plus difficile de remonter depuis le fond du gouffre. C'est ça qui fait la particularité. Les artistes, à la différence des autres gens normaux, entre guillemets, qui, eux, ont la chance d'être raisonnés, raisonnables. Nous, on n'est pas vraiment raisonnables. Alors du coup, on dit des gros mots aux enfants que ça on ne devrait pas, et on fait des choses qu'on ne fait pas. Mais justement, en faisant ces choses qu'on ne fait pas, quelquefois on fait apparaître des pensées qui méritaient d'être énoncées, voilà, c'est tout. Mais le fait est qu'en ce qui me concerne, prenons le cas d'un caïd de la poésie Rimbaud, qui avait ça à l'intérieur de lui. Il a fait exploser l'écriture à une époque où il n'existait pas encore la psychanalyse. Et du coup, en s'autorisant à parler comme il l'a fait, avec une extraordinaire liberté, il a d'un seul coup fait avancer le schmilblick, si je puis dire. Simplement, en ce qui me concerne, ça a été une fulgurance qui a duré 3-4 ans. Et après, il avait cramé toutes les brindilles, et il arrive de temps en temps que pour des artistes, une fois qu'ils ont expurgé le trop de quelque chose qu'ils avaient en eux, ils se remettent en route. En ce qui me concerne, je suis tellement taré que je suis toujours aujourd'hui avec la même angoisse, la même inquiétude quand un disque sort, ou quand quoi que ce soit que j'ai fait se met à apparaître, je suis fébrile vraiment comme au premier jour. Les gens croient qu'on devient blasé, je veux bien croire qu'il y en a qui le sont,
C'est surtout qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans une routine de confort qui les incite à continuer à refaire ce qu'ils avaient fait. Moi, je me suis souvent remis en question, et en me remettant en question, j'ai déstabilisé un certain nombre de critiques qui, après m'avoir classé dans un domaine, merde, putain, le risque de la presse, c'était autre chose. Oh là là. Et puis encore après, c'était encore autre chose. Et puis après, ils venaient avec la peinture. Oh, t'arrêtes un peu. Et donc, mais bon, j'y peux rien. Moi, je me suis lancé des défis à l'échelle d'une vie. Et puis, alors il se trouve qu'aujourd'hui, ben, c'est comme si les planètes commençaient à s'aligner et que les gens s'aperçoivent que tous les trucs que j'ai commencé à tisser, ou comme je les ai continués avec la même rigueur, et ben ils s'aperçoivent, oh putain, ben, en fait c'est construit, quoi. C'est pas simplement un zapping qui passe d'une chose à une autre. S'il y a bien un mot que je déteste, c'est le mot touche à tout. Je le compare plutôt à un triathlète, c'est-à-dire quelqu'un qui se donne autant dans l'eau sur sa bicyclette quand il court, et qui se doit, pour aller arriver au bout de son triathlon, et surtout s'il a l'envie de terminer dignement, se doit de se donner à fond dans tout ce qu'il fait. Et je ne pratique pas la peinture en tant qu'argument dilettante, je n'écris pas simplement parce que je ne sais pas quoi faire, ou je ne fais pas de la musique simplement pour gagner de l'argent ou me distraire. Non, je vous jure bien que je fais ça parce que c'est en moi, parce que c'est vital. Sauf que moi, tu l'as très bien dit tout à l'heure avec les choses, on fait partie de ces gens qui ne marquent pas qui ne font pas une barrière, une séparation entre leur activité professionnelle et leur vie de tous les jours. Moi, je suis ça tout le temps. Donc, je suis à la fois sérieusement drôle ou drôlement sérieux, mais c'est comme ça. C'est vrai que je me demandais le fait d'être disciplinaire, si c'était simplement parce que vous étiez trop peu discipliné pour vous attacher à une seule discipline, ou si c'était simplement une profonde soif de vie, d'envie d'aller regarder. De vie, je ne sais pas, mais il se trouve que j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 7 ans. Ma grand-mère était prof de piano, et je faisais ça par obligation. Elle qui me traîne des fois pour faire mes demi-heures de piano, j'aurais préféré aller faire du foot ou jouer, faire d'autres choses, quoi, plus amusantes, non, que de faire des gammes, machin. Sauf que avec le temps, ben, j'ai acquis une manière de faire, et puis quand je me retrouve devant un piano, je ne me pose pas de questions. Quand à l'âge de 12 ans, je me suis mis à la guitare, c'est pareil, j'ai commencé à faire les choses avec sérieux. Mes parents m'autorisaient. Pour beaucoup, j'insiste là-dessus, pour beaucoup, la culture, c'est la distraction. Pour nous, dans la famille, c'était quelque chose de sérieux. Tu peux le faire du moment que tu le fais à fond. Et quelle que soit l'activité qu'on développe, du moment qu'on s'y engage, à ce moment-là, il y a l'idée que la lumière est au bout du tunnel. Suis ta ligne, follow the line, disent les Américains. Suis ta ligne, et puis tu trouveras la lumière au bout du tunnel. Ben, moi, mes parents m'ont toujours incité à aller au bout. Alors, ça a des avantages quelquefois, parce que tu n'es jamais satisfait, donc le bout du bout, du bout, du bout, du bout, c'est un truc sans fin. D'autres inconvénients, c'est qu'aller au bout de son assiette, ça veut dire tout manger ce qui t'a été servi. Hein, ça veut dire j'ai pas su dire non. Et donc j'ai fini mes assiettes, mais j'ai aussi toujours continué à aller au bout de ce que je m'étais donné comme challenge. Fini ton truc, fini ton truc. Et voilà. Donc, Eric Pringron. Bonsoir. Charlie parlait de l'exigence au piano ou à la guitare, et c'est la même chose aussi, puisque certains nous reprochent en disant non, un chanteur ne peut pas, mais la vérité, il peignait dès qu'il a pu peindre, il a dessiné toujours avec la même exigence,
de son père, et puis très très vite d'un bac artistique et puis des beaux-arts. Oui, mais à rigueur, il se trouve que donc, j'ai parlé de ma grand-mère qui était prof de piano. Mon père, lui, pour la petite histoire, il avait fait des études d'architecture interrompues par la Gestapo. Il était un des soldats de Stéphane Hessel. Bon, je vous dis, Stéphane Hessel, indignez-vous. Les gilets jaunes, c'est ce que prônait Stéphane Hessel. Stéphane Hessel était donc le chef de réseau de mon père. Ils ont été arrêtés, torturés, envoyés en camp. Et quand mon père est revenu, il pesait 44 kilos pour 1m84. Vous voyez le sac d'os, enfin le sac d'os, le squelette vivant. Il est revenu se refaire une santé chez ma grand-mère, donc à Nancy. Et puis il n'a pas fini ses études d'architecture, il est devenu professeur d'histoire de l'art et puis antiquaire décorateur à Nancy. À ce moment-là, il y avait beaucoup de bâtiments détruits et les meubles anciens avaient du sens. Aujourd'hui, c'est différent. Et enfin, donc ça c'était pour mon père, et lui, ayant été prof d'histoire de l'art, quand il m'emmenait dans les musées, il m'expliquait tout le triangle d'or dans la composition d'Uccello, et tout le comment, le pourquoi, le réponse entre les tons chauds et les tons froids dans la composition de la peinture classique. Enfin bon, tout ça, ça m'apparaissait normal, et le sens de l'image, je l'ai eu par mon père. Et pour finir, ma mère avait, elle, fait des études à l'école normale, et elle était partie enseigner le français aux États-Unis, à Kenosha dans le Wisconsin, et puis aussi en Alabama. Et quand elle est revenue des États-Unis, on parlait souvent en anglais ensemble, d'où le fait que je parle couramment français ou anglais, et ce qui a permis que je m'en aille m'installer à New York. Juste pour vous dire que pour nous, donc, moi, la relation que j'avais avec les arts visuels, c'était sémantique, c'est-à-dire les œuvres avaient du sens, c'était pas seulement des tableaux, comment c'est que des faits. C'est même chose pour l'écriture. Ma mère m'a corrigé des fautes de français jusqu'à la fin de sa vie. Accord, vraiment d'objet direct, jusqu'au bout. Et j'ai ségré, et ma grand-mère m'a donné le piano. Et simplement, la particularité, c'est que j'ai jamais cessé ces choses-là. Beaucoup de gens commencent des choses quand ils sont jeunes, puis avec l'âge adulte, avec les contraintes, avec ci, avec ça, ils mettent de côté des choses. Ben, moi, en fait, j'ai toujours continué, et contre vents et marées, entre guillemets. Voilà, ni plus ni moins. Hein. C'est-à-dire, ni j'en fais une fierté, mais c'est comme ça que je suis, ni j'en fais non plus une fausse excuse. Ah bon, je ne peux rien, non, je suis comme ça, je suis comme ça. Hein. On va revenir à ce livre, donc on trouve 50 poèmes, des poèmes inchantables, qui traversent les années 70, 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça déjà une rétrospective, ou est-ce que c'est simplement... En fait, voilà, je crois que vous écrivez quelque part un florilège. Vous écrivez sur des carnets à spirale, sur des cahiers d'écoliers, sur des feuilles volantes ou dans les fichiers d'ordinateur acoustiques ou électriques. Ces 50 poèmes inchantables sont la scène des poèmes rock qui illustrent la vie. La question, elle est à vous, Charlélie, et puis à Éric Poindreau, on invite dans la boucle, et l'éditeur de Charlélie pour ce livre, qui est éditeur de Castor Astra, éditeur de poésie. J'aimerais savoir comment s'est fait ce livre, comment il s'est construit, et comment vous êtes allé chercher ces poèmes. Pour certains, le premier, vous avez 17 ans. Je sais qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est le moment où on écrit de la poésie. Voilà. Et j'aimerais savoir comment s'est fait ce livre, et je pense que pour certains textes, ça a dû résonner. Alors, le point de départ, en fait, il est tout simple. Un éditeur de Nancy, qui s'appelle Dragon, je connais son nom. Olivier Brun. Ok.
est venu me voir un jour et il me dit ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et je regarde ses bouquins, c'était des petits livres, et je me dis tiens, bonne idée, je vais te donner à lire quelque chose que les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire des poèmes que j'écris et qui n'ont pas pour fin de lire des chansons. J'insiste là-dessus, c'est pour ça que ça s'appelle 50 poèmes inchantables. C'est pas des trucs au rebut ou des gens je sais pas quoi en faire, mais c'est des écrits qui ont pour fin d'être lus. C'est-à-dire quand j'écris une chanson, en fait, je polis les mots jusqu'à ce qu'ils rebondissent sur la musique et que je puisse en faire ce que je veux, mais je les réécris au moins 15 à 20 fois, quoi, pour que justement tout passe, dicton, voyelle, machin, tout ça, que ça soit facile à articuler. Alors que dans le cadre de ces écrits-là, ils sont d'un jet, deux jets, une vague lecture, mais je les écris comme on peint, quoi, tu vois, je veux sortir de moi un truc, ça devient comme une espèce de musique, mais il n'y a pas pour fin de mettre de la musique dessus, et c'est pour ça que c'est considéré, je l'appelle inchantable. Il y a même un texte, le texte qui clôt le livre, qui s'appelle Le costume ou le rêve américain, que moi je trouve que c'est presque le début d'un roman. Tu as raison, je n'ai pas le souffle des écrivains de romans qui deviennent fous pendant 3 mois et plus, des fois des années, mais moi mais c'est vrai que c'est pareil. Pour tout, un roman, ça part de la première phrase, tout simplement. Le mec, après, il tire le fil, et puis il essaye de comprendre pourquoi il a écrit cette première phrase, etc. Moi, c'est souvent pareil, avec un poème qui part d'un jet spontané, et puis non, pas toujours d'ailleurs. Mais voilà. Écrire, c'est rien d'autre qu'oser dire à la feuille des choses qu'on veut pas dire, qu'on n'ose pas dire aux gens. C'est ça. Mais au moins c'est dit. Voilà. C'est dit, c'était dit. Alors, avant de demander à Eric son avis d'éditeur, je vais présenter rapidement Eric. Donc, je l'ai dit, poète, éditeur, mais pas seulement ça, c'est quelqu'un qui a une œuvre incroyable derrière lui, devant lui aussi. Une quarantaine de livres, il s'intéresse à tout. Tout à l'heure, Charlie l'a présenté à la télévision comme un érudit, mais c'est un peu ça. Un des derniers livres, c'est un livre assez fantastique sur les girafes. Il y a tout un tas de livres sur la poésie, notamment, un des derniers, moi, est un livre que je trouve assez incroyable, c'est L'étrange questionnaire d'Éric Pointeron, je crois qu'il est sur la table. Lisez-le, moi je me souviens, écrivez-le, parce que c'est un livre à lire et à écrire, c'est un livre pour jouer, d'une libraire à Metz qui, l'ayant découvert, a passé des jours entiers sous une forme d'échange à répondre à Eric, à toutes les questions qui sont dans ce livre. Le plus récent s'appelle Comment vivre en poète, et là aussi un livre incroyable, mais on ira tout à l'heure se promener un petit peu dedans. Et puis il y a ce livre de poèmes que moi aussi j'ai trouvé assez incroyable quand il m'est arrivé dans les mains, qui s'appelle Comme un bal de fantômes. Donc Eric est quelqu'un qui a une activité incroyablement riche. Plus tout ce qu'il met sur Internet. Plus tout ce qu'il publie sur Instagram. Ça est énorme, mais c'est très belle. Et il est également éditeur. Alors moi j'aimerais savoir comment cette rencontre avec Charlie s'est faite et comment l'idée de ce livre est arrivée. Oui, pardon madame. Et comment ce livre est né?
Et ça s'est fait, ça s'est fait bien déjà. Et Charlie avait, pour qui le suit d'entre vous sur Facebook, parce qu'il a deux moyens d'expression sur les réseaux sociaux. Il y a Instagram d'un côté qui consacre complètement aux arts visuels, donc graphiques, picturaux surtout, quelquefois des images photographiques, mais surtout de la peinture. Donc si vous voulez retrouver Charlie, le peintre qui expose, le peintre qui explore, le peintre qui cherche, allez sur Instagram. En revanche, sur Facebook, vous aurez l'écrivain. Et quand je dis l'écrivain, c'est le poète. Il n'y a pas de différence entre un écrivain et un poète, puisqu'il le rappelle souvent. Poète, poiène, en grec, ça veut dire fabriquer, faire. Donc c'est la définition qu'on donne aux poètes. Le poète, c'est pas, vous savez, ces choses avec lesquelles on vous a sommé à l'école, où il s'agissait de prendre un poème, de l'autopsier, évidemment, avec un professeur qui charcutait, et vous sortiez d'écouter de la poésie. Ce qui est la même chose avec l'art contemporain, on fait parfois la même chose avec l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on a une ignorance de l'art contemporain, on considère que ça ne nous est pas adressé, et on est en méfiance. Et quand on a peur, c'est fichu. Donc, moi, la poésie, c'est quelque chose que je construis tous les jours, pareil. Mais Charlie aussi se lève presque tous les jours à écrire de la poésie, et si vous le suivez, vous verrez, il écrit des très longs textes. Il a écrit il n'y a pas très longtemps, peut-être il en parlera, j'espère, quand il parlera de son disque, un texte sur son 23e disque, 23e quelque chose, puisqu'il y a les fameuses mutations digitales, numériques dont il vous parle. C'est un très beau texte. Donc si vous voulez le retrouver, c'est-à-dire l'avoir chez vous le matin dans votre salon, ça vaut parfois la presse au niveau de la bonté, de l'humanisme qui était évoqué tout à l'heure. Donc comment on s'est rencontrés? Charlie a fait un beau texte où il déambulait un peu dans le salon du livre, et puis donc ça ne s'est pas fait avec Olivier Brun de la Dragone à Nancy, éditeur ancien, très bel éditeur, d'ailleurs, qui est un des premiers à dénicher Claudel, Philippe Claudel, autre grand régional de l'État, et autre grand écrivain cinéaste. Et puis on s'est rapproché avec Charlie, enfin c'est une lectrice des deux qui a dit Charlie, vous devriez connaître Éric Poinderon, tu devrais t'intéresser à Charlie, que je connaissais bien évidemment. Et puis on s'est écrit en faisant des messages croisés, il était là avec qui j'étais, on s'est rencontrés, et puis ce qui nous a rassemblés, déjà c'est une envie protéiforme de la curiosité, tous les arts nous intéressent, j'espère une humanité, en tout cas on essaie de l'avoir tous les jours, ce que disait Pascal au début, l'Est, alors j'ai inventé une espèce de société secrète, mais qui n'est pas associative, que j'appelle les mystères de l'Est, voilà, parce qu'on est des hommes de l'Est. Et ça m'avait marqué quand j'étais plus jeune, dans un ciné-club, il y avait un grand cinéphile qui m'avait dit n'oublie jamais que nous sommes des hommes de l'Est, comme Sylvain Tesson, qui aime bien dire qu'il part vers l'Est. Alors lui, il va parfois venir faire des conneries avec force votre cœur, mais c'est autre chose. Mais l'Est, c'est quelquefois, je pense qu'ici, vous le sentez. Venir ici pour nous, c'était pas anodin, alors encore moins pour Charlie, qui est vraiment un enfant d'ici et consacré, reconnu, aimé. Mais moi, la Lorraine, je l'aime pour aussi d'autres raisons, parce que j'ai fait de la télé, parce que j'ai fait de la radio. Et en arrivant ce matin à la gare de Metz, je me souvenais d'une grosse émission que j'avais faite sur France 3, quand on avait eu enfin cette fameuse ligne de train dont on a beaucoup souffert. Continue. Et donc, c'était quelque chose d'important, cette ligne de train-là. Et quand on s'est rencontrés, Charlie, d'abord, un peu comme un chat, d'abord il est venu dîner, déjeuner, dîner parfois en province. Il s'est un peu, il a regardé un peu où je vivais, ce que j'étais, comment on faisait. Petit à petit, en s'approchant, vraiment un peu comme les loups tout à l'heure qui s'approchent, les très beaux loups qui s'approchent de sa fille, vraiment. Et elle n'a pas peur d'ailleurs, parce qu'ils sont là, comme ça, avec des mâchoires superbes, on sait que les loups sont des animaux gentils. Il m'a tendu cette clé sur laquelle il y avait ces 50 poèmes inchantables. J'ai commencé à lire l'après-midi, ça m'a beaucoup touché, mais j'étais déjà évidemment client de son œuvre. Je connaissais ses livres, pas tous, mais beaucoup de ses livres. Je connaissais évidemment ses livres, je connaissais son travail de peintre. Et j'ai fait surtout abstraction. Je me suis dit, il ne faut pas que tu lises Charlie Couture, parce que c'est trop facile de lire quelqu'un de célèbre. On peut, vous le savez, aujourd'hui, l'édition, c'est un domaine qui est difficile, comme le disque, évidemment, qui est aussi en mutation, où les ventes sont plus aussi importantes qu'ailleurs. Bon, c'est plus facile de dire un personnage célèbre, on va le vendre plus facilement. C'est souvent vrai, mais pas seulement. Ce que je voulais, c'était voir est-ce que le titre que j'allais lire était vraiment en écho avec l'artiste que j'admirais. Et j'ai trouvé ça très très beau très vite. J'en ai parlé à notre directeur éditorial, Jean-Yves Roseau, qui est aussi
un poète à sa manière, et puis un spécialiste de Jim Morrison, donc qui pouvait être touché par Charlie Lee, qui raconte évidemment une enfance foraine, mais qui raconte aussi des voyages en Israël, qui raconte sa vie à New York, qui parle des histoires d'amour avorté, des nuits de réflexion. Tout ça, cette espèce de magma, fait un bonhomme, et fait plutôt les films d'un bonhomme. Et on voulait surtout pas, et c'est lui qui a décidé que ça ne serait pas de 1973 à 2017, parce que là, ça faisait vraiment commémoration. Si on va de 1973 à 2017, ça veut dire que les choses s'arrêtent. Plus vite, on l'a dit là, bien évidemment, 2019 en ce moment, mais en même temps, il y a des instants dans la journée, c'est pour nous qui dit ça, où on a un enfant, il y a des moments où on a mal au dos, on a un vieillard, et c'est tous ces individus qu'on est toute la journée qui font un individu vivant, qui font des cellules vivantes. Voilà. Et donc ça s'est arrangé un peu comme ça, par très très vite, pas en copinage, en camaraderie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Une des premières choses dont je me suis rendu compte quand j'étais étudiant au Beaux-Arts, ça va, madame, dans le fond? Ça va? Ok. Quand j'étais au Beaux-Arts, un des premiers trucs qu'on nous disait, c'est trouve ta personnalité. Genre, quand on me dit ça, tu paniques, tu vois, c'est comme si. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Elle est au fond du couloir, au fond du jardin, au ciel, où est-ce qu'elle est, ma personnalité? Et puis en fait, je me suis rendu compte que la personnalité, quand on en parle, on la met au singulier, alors qu'en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à dénicher ses personnalités. C'est-à-dire que la personnalité, c'est plutôt, c'est pas comme une boule de pétanque, un truc en un matériau unique, mais c'est au contraire plutôt comme du mica, c'est-à-dire qu'il y a différentes strates. Et c'est ce que tu dis est exactement de cet ordre-là, c'est-à-dire que dans une même journée, on est capable d'être à la fois brave et médiocre. On peut être un bon copain de travail, un vrai connard à la maison. On peut, à l'inverse, être quelqu'un de soumis dans certaines circonstances, et puis d'être un excellent entraîneur de foot, ou je sais pas quoi, prêtre et on peut aussi faire des choses bien et des choses mal. Enfin, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, nous, écrivains, enfin, disons artistes d'une façon générale, on s'efforce d'oser s'avouer à la feuille, mais il y a même des aveux d'écrivains qui ont souhaité que les choses qu'ils avaient écrites ne soient pas publiées de leur vivant, tellement ils étaient gênés, et pourtant ils l'avaient écrit. Donc, en fait, la personnalité, c'est un certain nombre de comportements. Je comparerais plutôt ça à une boule à facettes sur lesquelles on se reflète, ou bien, comme je le disais, aux différentes strates. Et le fait de trouver sa personnalité, c'est d'être conscient de ces différents personnages qu'on a à l'intérieur de soi, et pas forcément de les taire, mais de les connaître, de s'assumer idiot dans certaines circonstances, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'être autant tout le temps. Je dirais non plus. Tu vois, c'est un ensemble de choses. Moi, c'est ce que je me suis efforcé de faire, ou en tout cas de reconnaître. Ma thèse aux Beaux-Arts, sans revenir tout le temps là-dessus, c'était, ça avait pour thématique la polymorphie de l'esprit, et en fait, c'était commercialement invendable parce que l'exposition des différents travaux que je présentais, c'était des choses qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'à la fois il y avait des films, des poèmes, des musiques, un disque que j'avais enregistré qui s'appelait 12 chansons à la sûre, il y avait des tableaux, il y avait des photographies, et c'était comme une exposition de groupe, mais fait à moi tout seul. Sauf que dans le monde du commerce, on préfère qu'il n'y ait qu'une seule poignée à la valise, parce qu'on dit, sinon, comment je le prends, c'est par où que ça commence. Donc on essaie d'une manière commerciale, marketing, de vous résumer à vous-même, alors que des Socrates évoquaient la complexité de l'individu, et il faut accepter ses propres paradoxes.
la société d'aujourd'hui essaie de nous polir à la manière des films de Walt Disney où les gentils sont que gentils et les méchants ils sont que méchants, mais c'est comme c'est, je ne vais pas dire ni bien ni mal, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est à ça aussi que nous on sert, mais sans parler de servir tout le temps, c'est ce qu'on raconte, je veux dire, c'est la même chose pour tout le monde, voilà, qui que vous soyez. J'appelle ça la différence qu'il y a entre le masque. Moi, je vous vois là, c'est en fonction des habits que vous avez choisi de porter, du masque, de la coupe de cheveux qui est la vôtre, de votre esthétique, etc. Mais finalement, vous-même, vous connaissez de l'intérieur de tout ce que je ne connais pas et tout ce que vous ne voudriez surtout pas que je vois de vous. Et c'est ça la différence qu'il y a entre le rôle social qu'on se donne, une apparence, une attitude, genre en tombant, et puis dans l'autre sens, vous faites, parce que c'est bon, c'est ça tout le temps le truc. Ce que tu dis, c'est très lié à ton travail de peintre aussi, quand tu pries. Cette notion cette notion de passage qui t'obsède, enfin qui t'interroge en peinture, enfin, savoir ces fameux contours qu'on retrouve en ce moment à Seine. Moi, chaque fois, on voit des hommes, des silhouettes qui marchent, par exemple, dans New York, pas seulement, avec des passages au sol, mais des tours, des profils qui parfois se croisent, se regardent comme des sous-ensembles mathématiques. Mais toujours où on est, qui est-on, c'est l'obsession aussi de peintre. Moi, je suis comme un marcheur qui marcherait sur le bord d'une dune. Et au fur et à mesure, ça s'efface derrière moi. Alors, je suis obligé de continuer parce que sinon, j'ai l'impression que je vais me noyer dans le sable. Cette notion de mouvement, là, parce qu'il y a le train qui vient de passer derrière, c'est le train, c'est le Luxembourg-Nancy, là. C'est le Luxembourg-Nancy, et c'est vrai que dans ce livre, dans le mécanage des snows satellitaires, j'ai écouté Bob Dylan, Leonard Cohen, Randy Newman, Tom Waits. On a fêté en 2018 le centenaire de la mort de Guillaume Apollinaire. Et alors, vous m'avez un peu doublé tout à l'heure parce que vous avez parlé d'une personnalité qui va lire là, dans un instant, La Jolie Rousse. On va écouter ce texte de Guillaume Apollinaire, que moi je trouve un des plus beaux de Guillaume Apollinaire. Et puis ensuite, on reviendra parler de la personne qui lit. Me voici devant tous, un homme plein de sens, connaissant la vie et de la mort ce qu'un vivant peut connaître, ayant éprouvé les douleurs et les joies de l'amour, ayant su quelquefois imposer ses idées, connaissant plusieurs langages, ayant pas mal voyagé, ayant vu la guerre, dans l'artillerie et l'infanterie, blessé à la tête, trépané sous le chloroforme, ayant perdu ses meilleurs amis dans l'effroyable lutte, je sais, d'anciens et de nouveaux, autant qu'un homme seul pourrait des deux savoir, et sans m'inquiéter aujourd'hui de cette guerre, entre nous et pour nous, mes amis, je juge cette longue querelle de la tradition et de l'invention, de l'ordre et de l'aventure. Vous dont la bouche est faite à l'image de celle de Dieu, bouche qui est l'ordre même, soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure, nous ne sommes pas vos ennemis, nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines où le mystère en fleurs s'offre à qui veut le cueillir. Il y a là des feux nouveaux, des couleurs jamais vues, 1000 fantasmes impondérables auxquels il faut donner de la réalité. Nous voulons explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait. Il y a aussi le temps qu'on peut chasser ou faire revenir. Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir. Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés. Voici que vient l'été, la saison violente. Et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps.
Ô soleil, c'est le temps de la raison ardente, et j'attends, pour la suivre toujours, la forme noble et douce qu'elle prend, afin que je l'aime seulement. Elle vient et m'attire ainsi qu'un fer l'aimant, elle a l'aspect charmant d'une adorable rousse, ses cheveux sont d'or, on dirait un bel éclair qui durerait, ou ces flammes qui se pavanent dans les roses thé qui se fanent. Mais riez, riez de moi, hommes de partout, surtout gens d'ici, car il y a tant de choses que je n'ose vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire, ayez pitié de moi. La voix de Stéphane Hessel, et vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que je voulais revenir à Stéphane Hessel sur, finalement, je me suis amusé là, ces derniers jours à réécouter un certain nombre de vos albums, de vos chansons, de toute l'inquiétude qu'il y a dans votre regard sur le monde. Alors déjà, cette histoire avec Stéphane Hessel, vous l'avez un petit peu effleuré tout à l'heure, effectivement, c'était l'ami de votre père. Non, c'était le chef de réseau de mon père, appelé Stéphane à la maison, et c'est surtout, je l'avais rencontré plusieurs fois dans des réunions diplomatiques auxquelles j'étais invité, mais c'est surtout celui qui m'a remis ma Légion d'honneur. Mais je vais vous raconter, c'est une anecdote assez touchante. La Légion d'honneur, on vous la donne, vous ne la demandez pas, hein, c'est vous est accordé. Et un jour, mon père, alors que je venais manger le dimanche, il me dit, dis donc, tu nous informes toujours des choses qui ne vont pas, mais quand ça va, tu pourrais nous le dire. Je dis, qu'est-ce qui va Je dis, t'as eu la Légion d'honneur, mon fils, tu pourrais quand même nous le dire. Je dis, pour la Légion d'honneur, je n'ai jamais su ça, personne ne m'a rien dit. Ah si, mon fils, tu l'as, j'ai lu dans le journal officiel, c'est pareil. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire non, c'est pas possible. Et à partir du moment où c'est écrit, les Charles et les Coutures, il n'y en a qu'un, donc à partir du moment où c'est écrit, tu l'as. Ça, par contre, il y a une chose que je vais te demander, c'est que tu portes ma médaille. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais m'enseigner, je vais voir ce qu'il en est, puis on va voir comment ça se passe. Alors, là-dessus, c'était... le temps passe, je m'enseigne, effectivement, j'apprends qu'elle m'a été attribuée, et par contre, pour le dire, il fallait qu'elle me soit remise officiellement par-ci, par-ça. À ce moment-là, je ne sais pas comment les choses s'enchaînent, mais je n'étais pas non plus à courir après les médailles, et je ne fais pas plus d'efforts que ça. Et 6 mois après, mon père décède. Et les temps passent, tout ça, j'ai mis de côté le fait que je l'avais peut-être sans l'avoir, tout en l'avoir, sans l'avoir. Et puis, à un moment donné, me sentant un peu frustré d'un certain nombre de trucs, je me dis, faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Donc, je décide de partir m'installer à New York, où j'avais le sentiment de pouvoir
développer ce que je faisais dans le domaine des arts visuels, alors qu'ici, les gens le considéraient un peu comme une activité annexe, et ça me frustrait. Et donc, pour partir à New York, je vais voir une avocate pour essayer d'obtenir un visa. Et elle me dit, il n'y a pas de problème, tout devrait aller. Vous m'avez bien mis tout ce que vous aviez comme décoration, médailles, félicitations, tout ça, il y en a un paquet. Oui, je vous ai tout mis. Bon, le seul truc que je vous ai pas mis, c'est la Légion d'honneur. Ah non, mais il la faut. Il faut déjà qu'on me la donne. Et bah oui, bah, il faut qu'on vous la donne. Et puis là, j'enverrai le dossier. Quoi. D'accord, mais attends, c'était il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, ça se trouve, elle est passée de date. Donc on se renseigne, et puis on nous apprend que non, j'étais quand même toujours, c'était attribué. Bon. Alors je me dis, à qui je pourrais demander de me remettre la Légion d'honneur de mon père? Et là, ma femme, qui n'est jamais la cour de bonnes idées, suggère, il demande à Stéphane Hessel. Ouais, mais Stéphane Hessel, attends, il était au topissime, là, à ce moment-là, avec Indignez-vous, tout le monde parlait de lui, à gauche à droite, et tout ça. Bon, mais j'essaye quand même, et j'ai dit, écoutez, est-ce que vous auriez un moment dans votre emploi du temps et puis, oh, mais bien sûr, j'en ai dit. Donc, il se débrouille dans son emploi du temps et il vient à la maison de la Lorraine qui était installée à Paris rue de Rivoli, et ce jour-là, il vient me remettre la médaille et on discute un petit peu ensemble. Il dit mais Charlie, c'est vous qui me faites un honneur. D'habitude, les gens qui me demandent, c'est d'arc ennuyeux, etc. Mais remettre à Charlie Couture, c'est un honneur que vous faites. Et en plus, vous êtes le fils de Jean-Pierre, et là, que ferais-je pour le fils de Jean-Pierre, et donc, etc. Et il fait un discours dans lequel il parle de moi devant la cinquantaine de personnes qu'on avait invitées, dont mes enfants. Et là, c'était comme s'il connaissait vraiment d'une force pas possible, parce qu'il avait effectivement cette intelligence des diplomates qui savent construire à partir de l'intuition, mais aussi celle des poètes qui savent parler avec des mots simples et dire des choses extrêmement profondes. Et j'étais renversé surtout, effectivement, et c'était ça le truc, c'est qu'il avait dit un poème de 240 vers d'Apollinaire, comme ça, au débeauté. Les enfants, ils étaient bouche bée, ils s'en souviennent comme si elles y étaient encore aujourd'hui. Et ce qu'ils ont retenu, c'est que ce monsieur, qui était un vieux monsieur, mais finalement il était resté extrêmement jeune pour elle, parce qu'il avait dit des mots qu'ils n'avaient certainement pas plus compris que l'auteur quand il les écrit, mais qui étaient remplis d'extrême humanité, quoi, d'une force inouïe. Et c'est ça le propre de la poésie. Je voulais juste rappeler cette anecdote. Vous écrivez, je crois, dans l'avant-propos, les mots nous aident à entrevoir ce qui se passe en nous. Oui, c'est ça. Je crois vraiment que les gens qui sont envahis par l'embarras, ils doivent surtout se parler à eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on fait quand on est gamin, de tenir un journal, puis à un moment donné, on arrête. Pourquoi, je ne sais pas, mais on arrête. Peut-être parce qu'on ne veut pas être confronté à ce qu'on est, tout simplement. Mais quand on se retrouve dans une nouvelle période de questionnement, etc., il ne faut pas hésiter à écrire. Après, ce que ça devient, c'est un autre sujet. C'est autre chose. Encore une fois, il y a toujours une différence entre émission et réception. Ce n'est pas la même chose. Moi, quand j'écris, je ne pense pas à l'usage qui va pouvoir être fait de ce que je fais. J'essaie juste d'être
synchrone et honnête avec ce que je ressens. Après, si, bien sûr, ça me rassure de voir qu'une chose que j'ai faite va être partagée par d'autres. Et c'est pas le premier truc. Donc quand les gens imaginent qu'on fait un tableau pour de l'argent ou qu'on fait quelque chose, c'est pas exactement juste parce que ça supprime la notion du jeu. C'est quoi le jeu? Le jeu, c'est le fait d'accepter les règles de quelque chose dont on ne connaît pas le résultat quand on commence. Voilà. On est dans un monde dans lequel on vous essaye de vous coller dans la tête que tout est écrit d'avance. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout le temps, on n'arrête pas de se faire surprendre. Même l'amour, on croit que c'est un amour pour toujours, mais faut gérer au quotidien et se réinventer tout le temps pour que ça devienne un truc pour toujours. Et pour que ça devienne pour toujours, il faut presque accepter l'idée que faut rendre beau tous les instants. Et a fortiori quand on risque l'habitude, il n'y a rien de plus tue l'amour que l'habitude, la routine. Et le lien que je voulais faire aussi avec Stéphane Hessel, c'était vous, l'homme qui se sert aussi des mots pour alerter. Dans l'album 109, cette très belle chanson sur la violence, par exemple, on sait votre coup de gueule en 2017 pour dire Trump est élu président, je quitte New York, je rentre en France. Et puis la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, qui alerte aussi sur cette planète qui tourne plus rond. Ça, c'est l'alerte, tu sais, il y a les alertes, il y en a des cris d'alerte. Hein. Je me suis permis de l'écrire parce que justement, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est un hasard. Et les échéances, c'est des échéances à quelques dizaines d'années, pas des échéances à 100 ans ou 1000 ans. Et là, à ce moment-là, à un moment donné, il faut prendre des décisions. On a fini de rigoler là. Je veux dire, il en va de nos enfants et nos petits-enfants. Quand on voit maintenant que des jeunes hésitent à faire des enfants, tellement ils ont l'angoisse de ce qu'ils vont... Enfin, les mines de cuivre qui se vident, les richesses terrestres qui s'épuisent, et les gens continuent de vivre. Quel est l'usage qui va être fait de ma pauvre petite chanson au milieu de ça? Et d'ailleurs, c'était un peu l'ironie du clip de ma fille, en mettant des loups, c'était « Loup, y es-tu, m'entends-tu » Est-ce que jamais quelqu'un... Mais bon, en l'occurrence, je suis poète et je ne suis pas un homme politique, c'est-à-dire je n'ai aucun autre pouvoir que celui d'essayer d'être honnête avec moi-même vis-à-vis des autres. Je m'excuse, Eric, je prends le... Non, on va juste le cas d'Eric. On va permettre aux gens aussi de poser des questions, on va ouvrir un peu les questions. Je voulais peut-être, pour faire la transition avec la poésie, Eric, avec ce livre, Comment vivre en poète, j'aimerais peut-être que tu lises peut-être le début de ce texte-là. Charlie. Non, celui-ci, non, pas la préface de Charlie, mais Parlez bien. Voilà, et sur justement ce qu'elle doit. D'accord, je m'arrête, tu m'as fait une. Oui, voilà. Parfait. Bon, alors ça, c'est un texte préparatoire, puisque comme vous l'avez dit, c'est un livre qui est composé de 300 questions que je vous pose, mais que je me pose, et je ne donne pas de réponse, parce que nous n'avons pas de réponse. On peut avoir des questions qui parfois sont plus indiscrètes, plus clairvoyantes que les réponses. Et je donne des modes d'emploi, mais étant un autodidacte, et étant un peu à l'école, j'ai pas de règles, j'ai pas de remède. Mais donc ça s'appelle quelques réponses sans questions avant les questions sans réponse. Et il y a un poète suédois qui a été édité par Castor, qui a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années, qui s'appelle Thomas Tranströmer, donc je commence par lui. Je sentais le danger qu'il y avait à être pris pour quelqu'un de différent. Parce qu'au plus profond de mon être, je supposais que je l'étais vraiment. C'est un peu ce dont on parlait. Et ensuite, il y a une citation de ma fille, je ne l'ai pas fait parce qu'on peut dire, ne croyez pas qu'à chaque fois on casse nos filles dans nos travaux, c'était beau. Alors, elle m'a dit, tu es sûr que j'ai dit ça, papa? Je dis oui, je crois que tu l'as dit un jour avec Safro. Ah bon, comme c'est beau, elle m'a laissé le mettre. Et en gros, c'est si tu n'as pas de rêve, écris-les. Si tu n'as pas de papier, lis-les. Le poète vit à Paris, qui est une ville de poètes, mais pas seulement.
Il peut aussi vivre en province, puisqu'il est possible de vivre en poète partout. Le poète ne fait presque rien, il fait uniquement attention à ses mots. Le poète marche le matin dans les villes ou les villages. Le poète est un souci pour son entourage. L'entourage qui l'assiste ou le protège, ou qui ne comprend pas, ou s'en méfie. Souvent, le poète refuse les contraintes, quelquefois il s'en accommode. Le poète peut aussi exercer un métier qu'il ne compte pas, ou jouer aux échecs, ou ramasser des champignons, ou faire de la bicyclette et apprendre le nom des vents, ou bavarder d'autres poètes, ou somnoler. Lorsqu'il fait la sieste, il croit qu'il travaille. Quand il annote, il croit qu'il travaille. Il fréquente aussi les libraires ou les bouquinistes parce qu'il aime les livres tout simplement et qu'il croit qu'un jour il en fera quelque chose. Plus tard. Comme le paysan collectionne des outils d'autrefois, comme l'enfant collectionne des tracteurs. Le poète ne peut s'empêcher de ramasser sur le chemin les fers à cheval rouillés qui portent chance. C'est ce qu'il croit. Souvent, le poète lit les livres qu'il achète, mais ce n'est pas une obligation. Quelquefois, le poète lit 2 pages, puis se met à écrire comme si la lecture l'avait un peu nourri. Quelquefois aussi, le poète lit des livres simples, ou des très gros livres, ou des collections entières, sur le pouvoir magique des pierres, les cordes de pendu, la musique du Moyen-Âge, et croit qu'il en fera quelque chose. Le poète est un poète comme les autres. Le poète fait ce qu'il a à faire. En secret, le poète fait uniquement attention à ses mots. Celui qui vit en poète doit trouver son propre chemin de poète. Merci Alexandre. Vraiment, 2 livres entre l'étrange questionnaire et comment vivre en poète, je vous recommande parce qu'ils sont pleins de ressources. Je vous propose qu'on posez vos questions aux poètes, au pluriel. Donc il y a un micro qui se promène par là-bas. Voilà, monsieur. Bonsoir. Quand vous commencez un poème, vous savez d'emblée si ça va être un poème qui va être chanté ou si c'est quelque chose qui ne va pas être chanté. Et quelle est la différence de sens ou de contenu entre un poème inchantable et un poème chantable? Merci. Non, je ne sais pas. C'est quand je commence quelque chose, je connais rarement la finalité de ce que je fais. Je crois qu'il y a 2 types de gens. Il y a d'un côté les artisans et de l'autre les artistes. Les artisans sont les gens de la raison et de la conscience, et les artistes sont les gens de l'inconscience. Je crois que les artisans sont ceux qui veulent avoir une maîtrise sur les choses. Et comme les archers, par exemple. Les archers choisissent leur art, ils vont choisir leur flèche, ils vont choisir leur cible, et ils vont choisir de le faire sur une jambe, uniquement les mardis soirs et les jours de pleine lune. Ça, c'est ce qu'on appelle le style. Mais dans tous les cas, quelle que soit la manière qu'il va avoir, la seule chose qu'il faut savoir que l'artisan, donc l'archer, a une vision préconçue de ce qu'il cherche à atteindre. C'est-à-dire qu'il doit atteindre le cœur de la cible. Alors il choisit de se mettre loin, et plus il est loin, plus le défi est difficile, plus il est près, plus le défi est facile, ou moins estimable, mais dans tous les cas, il doit atteindre le cœur de la cible. De l'autre côté, il y a ceux que j'appelle les éclaireurs. Et les éclaireurs, ils vont partir, ils n'ont pas de boussole, ils partent uniquement à l'intuition et à l'intention. La seule chose qui est leur force, c'est l'énergie qu'ils vont dépenser pour aller d'un endroit à l'autre. Simplement, ils ne vont pas forcément prendre le chemin le plus direct, et ils vont suivre une logique qui leur est personnelle, une intuition, encore une fois. Chez les aborigènes, c'est dû à un sens très particulier de la sensibilité électrostatique, enfin électrique, puisque vous savez que les aborigènes
depuis la nuit des temps, ont traversé le pays, fait des milliers de kilomètres en trouvant l'eau là où personne ne la voyait, le centre du serpent arc-en-ciel, l'antre du serpent, qui est le dieu des dieux aborigènes, c'est rien d'autre, c'est un énorme gisement d'uranium. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont sensibles à des choses invisibles et qui vont leur permettre de s'organiser. L'éclaireur, c'est un peu de cet ordre-là. Quand on est artiste, on est, je vais dire, un poil plus éclaireur qu'artisan. L'artisan, ce sont des gens qui vont maîtriser le comment. Et l'artiste va plutôt s'intéresser à la question du pourquoi. Donc quand je commence quelque chose, je suis d'abord mu par une intention, par un pourquoi, et puis après, ça va prendre une forme ou une autre. Comme je disais tout à l'heure, j'ai des tas de carnets dans lesquels il y a des informations, des jeux de mots, un dessin, des trucs comme des graines ou comme des pollens, pour ne pas dire des spermatozoïdes. Je ne sais pas lequel va arriver à son but, et on en démarre beaucoup pour faire les 15 et donc, pour le pollen et les graines, c'est pareil. Donc, toutes ces petites notes que je prends, c'est juste pour rester éveillé. Et ben, quand j'écris, c'est du même ordre. Je ne sais jamais si au départ, il s'agit d'une idée majeure ou d'une idée mineure, mais ce n'est pas important. Ce que je sais, c'est que je dois le faire. Et après, si tu veux, la construction d'un disque, par exemple, ça se fait sur 2 ans et demi à peu près, entre le moment où je vais regrouper une première douzaine de textes et textes et musiques, et puis que je vais les agencer en considérant qu'il y a quelque chose de cohérent là-dedans. Et puis ça va évoluer, ça va tourner, il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. À l'arrivée, je vais peut-être en avoir écrit, je vais peut-être avoir travaillé sur 20 à 24 morceaux, je vais peut-être en enregistrer sur le dernier, il en reste 13, mais on a dû en enregistrer 16 ou 17. Il y en a qui, soit parce qu'ils ont été moins réussis, soit parce que quelque part c'est trop long, ou je ne sais pas quoi, mais ils vont rester de côté, alors qu'au départ, quand je les ai commencés, je les aimais autant que les autres. Et non, tu sais, j'ai l'habitude de considérer que je suis comme un skipper. Je l'ai dit à plusieurs occasions, c'est-à-dire je dois mener ma barque, entre guillemets, mon bateau, d'un endroit à l'autre. Et donc, j'ai ma musique qui est mon bateau, mes musiciens, c'est mes marins, le public fait la mer, et les médias font la météo. Et dans tous les cas, il s'agit d'avancer et de faire le truc en restant souple et sans avoir une vision trop préconçue de ce qu'on veut faire. Et c'est la seule manière d'arriver au bout. Si un arbre perd sa souplesse, il casse. Donc il faut garder une forme de souplesse, et l'expérience a plutôt tendance à te réduire plutôt qu'à t'assouplir, à moins que tu aies l'intelligence de faire que justement cette expérience t'assouplisse. Voilà, c'est le seul conseil que je vais donner. Plus aujourd'hui, par exemple, je suis beaucoup plus tolérant que je l'ai été avec ceux qui sont moins. Question? Vous n'étiez pas dans la classe tout à l'heure? C'est pour vous donner un tableau
me donner un tableau. Oh, j'ai de la chance aujourd'hui. Merci beaucoup. À toi, Nathan. Voilà, il dit dans ta chanson, tu as raison, protégeons la planète, ou du moins ce qu'il en reste, pour que tous on fasse la fête, les adultes, les enfants et les poètes. Je te dédie ma poésie et te dis gros bisous. D'autres questions? C'est vrai que, en tout cas, je le dis vraiment, j'ai commencé en me disant, il n'y a rien de plus... il n'y a pas de plus belle récompense que de sentir qu'on inspire d'autres choses. Voilà, c'est tout. Nous, les gens imaginent que c'est une question qui fascine souvent les enfants. Est-ce que quand on est star, on est riche? Bon, alors, on est très riche à l'intérieur. Voilà, à l'extérieur, c'est une autre question. Parce que les moments de réussite sont suivis de moments qui ne sont pas toujours aussi faciles. Et vous connaissez tous la part que prennent les impôts sur les trucs. Donc, on n'est pas comme des gens qui ont des revenus réguliers comme ça. On peut effectivement, moi par exemple, j'ai gagné beaucoup d'argent pendant 3-4 ans de ma vie, point, c'est tout. Tout le reste du temps après, c'était pour tenir le coup. Donc j'ai fait beaucoup de choses aussi qui m'ont permis de rester à l'eau, sur l'eau, si je puis dire, plutôt que en dessous, et que trop sous l'eau aussi, mais pas sous l'art. Mais cela dit, vivre de ce qu'on fait toute sa vie, etc., c'est déjà un privilège. J'ai pu partir à New York quand j'ai voulu le faire, mais j'en suis, par exemple, j'ai pas fait fortune là-bas. J'ai tenu le coup, j'ai pu élever mes enfants, tout ça avec mon travail, mais je n'ai pas de trucs cachés et je ne me sens pas concerné par les questions qui, elles, concernent les gens riches. Fortune, au States, il aurait fallu que tu vendes des pelles aux chercheurs d'or. C'est comme ça que tu fais fortune. Non, vous savez, la plupart des gens font fortune en vendant beaucoup de choses pas chères. Voilà. Plutôt que quelque chose cher. Mais bon, ça c'est encore un autre truc. Il n'empêche que j'ai une vie extrêmement riche en tant que telle, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir vivre une vie que j'avais choisie pour moi. Et ça n'a vraiment pas de prix. Le fait de me sentir apprécié. Vous voyez, je suis parti pendant 15 ans aux États-Unis parce que, effectivement, j'avais le sentiment que là-bas, je pouvais essayer de faire des choses qui m'étaient difficiles de faire ici parce que j'avais toujours à me justifier. Et donc, je suis parti. Mais quand je suis revenu, je vois des gens qui m'accueillent sans la moindre rancœur, en disant « Ah putain, ça me fait plaisir de te revoir, tout ça ». Ça c'est lourd. Disons que c'est pour un homme, se réveiller en lisant sur les pages Facebook ou ci ou ça, des trucs du genre merci pour ce que vous dites, c'est ça notre raison de vivre. Beaucoup de gens sont dans la rue, je ne veux pas revenir là-dessus, ni souffler sur des braises, mais beaucoup de gens sont dans la rue parce qu'ils souffrent d'un manque de respect dans leur dignité, de l'activité qu'ils font. Au-delà de l'histoire d'argent, on peut ramener ça effectivement tristement à la notion de survie, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment la moindre somme qui justifie les humiliations que ressent quelqu'un quand le chef de service, quel que soit le boulot qui soit le sien, est un gros connard qui
qui leur fait du mal. Et quel prix on peut accepter, quel salaire justifierait que le chef de service est un gros connard? J'en sais rien, moi. Mais quand on se retrouve faire un métier dans lequel on souffre, parce que, en l'occurrence, le système est oppressif, parce qu'on vous demande plus que réellement vous pouvez donner, parce que si, etc., et que si vous avez déjà donné plus que vous pouviez donner, on continue de vous demander plus la fois d'après, et alors là, comment on fait pour s'en sortir? Or, c'est malheureusement dans cette espèce de truc sans fin qu'on est rentré, et qui ne profite qu'à un nombre extrêmement limité de gens. C'est pour ça que les gens sont dans la rue, parce qu'on ne les respecte pas. Alors, bon, moi, je ne vais pas me comparer à tout ça, mais je fais partie de ceux qui m'efforcent, quel que soit le niveau social ou l'apparence des gens que je rencontre, de le considérer avec le même respect. Voilà. Les gens qui me connaissent le savent, et je peux aussi bien aller au Sénat, c'était le cas la semaine dernière, pour parler du bien-être au travail, que de rencontrer des gens dans la rue, écrire sur Philippe Paulu, qui était le clochard céleste qui avait inspiré l'histoire du livre à Bergerie, etc. J'ai pas non plus de complexe à rencontrer des dirigeants, parce que pour moi, j'en ai rencontré beaucoup à New York, c'était intéressant justement, parce que là-bas, au lieu d'être reconnu par rapport à notre activité sociale, ce qui est souvent le cas ici, on se reconnaissait entre Français, et quelles que soient les activités qu'on mène. Alors du coup, j'ai rencontré des tas de mecs que je rencontrerai jamais en France, mais parce qu'on était des Français, et donc des gens qui exerçaient des professions que je connaissais pas. Et c'était très intéressant aussi. Tu veux? Alors, j'ai pas de micro, là. On a la pied? Quoi? Excusez-moi, tout ça c'est... Je ne connais pas celui-là. Le micro, et on a aussi une guitare qui est branchée et qui est. Voilà. Voilà. Eric, juste pour ton information, ça s'appelle un micro-girafe.
Bob le prophète est un petit bonhomme qui ressemble à Woody Allen. Bob le prophète dit qu'il a mal au dos et que tout devient de plus en plus difficile maintenant car les gens n'ont plus confiance en personne aujourd'hui, même pas en lui. Personne n'a jamais cru Bob et c'est ça qui le met en colère comme une boule de feu. Soudain il vocifère et se change en fumée comme la fumée de tous les mégots qu'il ramasse par terre. Debout sur les marches du temple, un doigt pointé vers le ciel, le prophète tente de prévenir le monde en lançant ses prédications menaçantes. Terrible prédication menaçante. Car en Bob il sait que les extraterrestres viendront pour boire toute l'eau du lac Michigan en une seule nuit. Alors il interprète les passants en leur disant « Écoutez-moi, écoutez-moi, un jour viendront les Isakians et ce sera le chaos. Et personne n'a jamais voulu entendre les mises en garde. Les prophètes ont mis son fils adoptif qui l'accompagne en jouant de la guitare, une grande guitare amplifiée qui résonne par tous les temps. Sous le soleil et la pluie, sous la neige et le vent, le fils de Bob croit dur comme fer les menaces de son père. Peut-être que le fils se prend pour Jésus, si son père c'est Dieu. Peut-être qu'ils ont tous les deux raison, dans de boucans des camions. Tout est question d'interprétation. Il n'y a pas de frontière entre peut-être et sûrement. Peut-être et sûrement. Peut-être et sûrement. Voilà, je vais en faire une du dernier album. Les autres voulaient faire la fête. Toi, ce coup de départ, t'as pris la tête. De verre en verre, noyer son cafard. C'était une mauvaise idée, l'open bar. De te faire embrasser, toi qui faisais partie des seniors, avant qu'on te jette par-dessus bord, t'as choisi de t'en aller. Les vagues se confondent avec le sable, petite brise légère,
quelque chose d'improbable, électrise l'atmosphère. Discours bidon, fausse promesse, un baratin d'école de commerce, tu voyais venir la direction et ces nouvelles méthodes de navigation. Les regards dans le bac sur le pont, tu tirais sur un joint devant ce coucher du soleil pompéen. As-tu plongé où t'as-t-on poussé dans le grand bleu avec les dauphins? En apnée, oui, t'as joui profond, t'as perdu pied, c'est certain. Bien sûr que tout a une fin. Peut-être t'es pas été un peu trop loin. Un lamentin, mammifère marin, s'est échoué dans l'écume ce matin. Les autres voulaient faire la fête, toi ce beau départ t'as pris la tête, et plutôt que de faire trimballer, t'as choisi de t'envoler. Tu peux mettre les micros? J'en profite pour faire des remerciements. Remercier Michael Stiblin, les enfants du centre social de Lière, Guillaume Landragin, Gaël Poulain, qui sont par là, qui ont joué, Patrick Benbachir et Nicolas Le Sciencio qui nous a prêté cette jolie guitare, l'équipe du Nest, bien évidemment, qui nous accueille, Eric, Carole, Arthur, Stéphane et tous les autres que je n'ai pas forcément vus. L'équipe du Castor Astral, Annie, votre femme, chère Lily. Merci à tous pour votre participation. Je vous le rappelle, les livres qui sont là, ils vont signer après. Et puis votre participation pour nous aider à continuer à faire des choses. Bonne soirée, on se termine avec Charles. Je vais vous chanter cette chanson qui est aussi extraite du dernier album qui s'appelle Another Man Gundam. Je la chante en fait parce que dans le train qui m'a mené ici, j'ai vu que, encore une fois, il y avait c'était une information comme ça d'un gars qui s'est fait tuer dans sa bagnole aux États-Unis, il dormait dans sa bagnole, il s'est pris 25 boulettes.
il dormait dans sa bagnole. Un Jacques. Et donc c'est en fait le sujet de la chanson que j'ai chantée qui s'appelle Another Man Gone Down. Et c'est une chanson qui s'inspire d'un blues traditionnel et qui raconte l'histoire d'un chat. Et moi, comme je l'ai réécrit, c'est l'histoire de bavure policière. Another man gone, gone. Another man gone, gone. Another man gone, gone from neighborhood. I didn't know his name. I didn't know his name. Could be anybody from neighborhood. He had some earphones on. Yes, he was boozing dead. He didn't hear the cops when they asked him to stop. They shot another man, 10 bullets in the head. They shot another man, 10 bullets in the head. He was lying dead, even full of blood. The sheriff turns his head, he might right ahead. Some people out there blogs, they posted on their blogs. Some people on their blogs were claiming for justice. Another man gone, gone. Another man gone, gone. Another man gone, gone. Could be anybody. Merci Charlie Culture, merci Eric Poindron, merci à vous tous. On les retrouve là sur le stand de la librairie si vous souhaitez lire La mécanique du ciel et comment vivre en poète. Belle fin de soirée à vous. Et pour ceux qui le souhaitent, demain à Nancy à 15h, au livre, vous pouvez retrouver Charlie et Eric. Voilà, merci.